L'écoute. Une production Narasson. Qu'est-ce que l'écoute ? Elle peut être définie comme l'acte d'entendre attentivement. Prêter attention de manière active et réceptive à ce qui est exprimé, verbalement ou non. L'écoute va au-delà de la simple perception des sons ou des mots. Elle englobe la capacité à comprendre les émotions, les intentions, les besoins et les messages sous-jacents qui peuvent être exprimés de différentes manières. Interroger l'écoute d'un psy, c'est interroger une pratique et au fur et à mesure, faire émerger des champs qui sont dans le non-dit. Ce que recouvre le silence dans ce domaine précis, c'est celui de la pensée analytique, de la pensée qui soigne, d'une pensée qui se libère de multiples façons. Une parole qu'on libère grâce à des techniques éprouvées qui sont elles-mêmes le fruit d'expériences sensibles. J'ai eu la chance de rencontrer Lucien Coq, un psychanalyste chercheur expérimenté. Une opportunité pour échanger avec un médecin et d'interroger une trajectoire en partant d'une thématique que j'explore, l'écoute, dans toutes ses dimensions. Lucien Coq a accepté de revenir sur des points saillants de sa pratique et de son histoire. Il m'a permis de rencontrer celles qui l'entourent ou ont fait un bout de chemin avec lui. Cette série documentaire explore la voix, son enregistrement numérique et à travers eux, le récit de soi. Elle célèbre des chercheuses aux approches médicales globales et participatives. Elle révèle aussi l'histoire vraie d'un homme forgé dans les ombres de la Grande Guerre. Une vie à l'écoute. Une série documentaire en 4 épisodes, écrite par Nolwenn Thivaud. La musique et la réalisation sont signés Tony Ayer. Épisode 1. Ma première rencontre avec le docteur Lucien Coq a eu lieu dans son cabinet parisien, rue de l'Hôtel Colbert, une petite rue perpendiculaire à la cathédrale Notre-Dame dans le 5e arrondissement de Paris. C'était autour de sa biographie sonore. Je venais avec mes micros, mon enregistreur, et m'étais préparée à un entretien fleuve. En montant les marches des 2 étages qui mènent à la porte de son cabinet, cette question m'est venue. C'est quoi la vie d'un psy ? Une vie à écouter. Quand l'écoute, cette obligation professionnelle, devient une faculté, où puise-t-on la patience de se taire ? Est-ce la curiosité de l'autre qui nourrit le silence ? Autant de questions qui, dès lors, ont fusé dans ma tête et qui ont continué de m'habiter bien après le rendu de sa biographie. Et puis en plus, il s'est passé autre chose. J'ai découvert que l'approche psychiatrique et psychanalytique du docteur Lucien Coq n'était pas tout à fait conventionnelle. On s'est mis à parler de l'écoute ensemble et par exemple, j'ai découvert qu'il nourrissait un grand intérêt pour le fait de s'enregistrer et de se réécouter. Podcast numéro 3. Donc penser l'ensemble du fonctionnement mental dans une unité que j'appelle une maison. Il avait même exploré le procédé avec quelques personnes dans une visée thérapeutique. De manière évidente, j'ai voulu en savoir plus sur ce qui l'a conduit vers cette pratique. Lorsqu'il était jeune médecin, Lucien Coq a été supervisé par Jacques Lacan, une figure éminente et critique de la psychanalyse traditionnelle. L'inconscient est le discours de l'autre, est ma formule. Il est structuré comme un langage. Lacan était connu pour son désir de développer de nouveaux concepts afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu. En début de carrière, Lucien a donc intégré le centre Étienne Marcel, un centre expérimental thérapeutique qui développe une approche novatrice de la psychanalyse des enfants et des adolescents. Pendant plus de 10 ans, il a travaillé en étroite collaboration avec Françoise Dolto, une autre figure importante de la psychanalyse française,
et est resté souvent dans son ombre. Je lui ai demandé de revenir sur ce moment. Je suis arrivé à Étienne-Marcel, c'était un centre pilote très réputé. Je me suis présenté, mais là j'ai été reçu par 4 membres de ce directoire qui représentaient les 4 écoles de psychanalyse qui s'étaient accordées de fonder ensemble un centre pilote de recherche, dans lequel d'ailleurs il y avait une part importante qui était donnée à la pédagogie, la psychopédagogie. Et là, j'ai essayé d'être un interlocuteur qui essayait de comprendre qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qui se passait pour eux, qu'est-ce qu'ils comprenaient, etc. Ça a commencé comme ça, et rapidement, je me suis mis avec des outils inspirés du travail aussi avec Dolto, pâte à modeler, magazine pour découper dedans, un tas de choses, y compris une balle introduite dans le bureau, à l'étonnement des secrétaires, qui m'ont vu jouer au ballon, au football avec un des adolescents, et ensuite on parlait, on riait, etc. Donc c'était pas du tout de la psychothérapie, de la psychanalyse, telle que on pouvait la voir dans des lieux très calfeutrés, avec le psychanalyste, il y a une porte qui est pitonnée pour qu'il n'y ait pas de bruit, des choses comme ça. Moi, je passais mon temps à écrire ce qu'il me disait, à le dessiner, et à inventer un langage pour me le parler, ce qui me permettait de parler avec eux. Et je connaissais aucune langue qui permettait cela. Les dessins, mes schémas étaient une manière d'inventer un espace, une communication pour les comprendre et pour communiquer avec eux. Vous voyez, donc il y avait quand même cette attitude d'une écriture, d'une matérialisation substantielle de la réalité qui était en jeu. En règle générale, les enfants parlent. Je me suis dit aussi qu'il y avait le silence et que vous aviez été confronté à beaucoup de silences différents. Et déjà, je voulais vous demander s'il y a un silence chez les enfants. Alors, chez les enfants, ceux qui ne vous connaissent pas, il y a la situation d'étrangeté, d'être confronté avec un adulte qui est là dans une position complètement sociale hétérogène, d'être psychiatre et psychothérapeute. Bon, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas qui c'est. Donc il fallait déjà se présenter. Et c'était un langage de se présenter. Même si tu ne comprends pas qui je suis, comment je suis, voilà à peu près ce que je suis. Mais il fallait ensuite qualifier qui on est. On n'est pas qualifié que comme on est habillé d'un habit. Pourquoi tu es là? Pourquoi éventuellement j'essaye de faire quelque chose pour toi, etc. Donc tout commençait par construire un récit sur l'actualité, les raisons de la présence. Là, on est dans l'approche. Donc ça commence par l'incroyable et par le silence. Bon. Ce qu'on ne comprend pas, ce que l'enfant ne comprend pas, ce dont il n'a pas les mots, le langage, mais il a une compréhension qui est la sienne et qui se manifeste par son attitude souvent ou ses comportements, qu'on appelle un peu trop ses symptômes. Avec un enfant, c'est la présence, le regard, les perceptions, les sensations. Et c'est au travers de ces médias-là que quelque chose va s'engager, mais avec discrétion, parce que parler du comportement de quelqu'un, c'est très violent. Il y a toute une rhétorique. Je crois que là, tu as voulu peut-être dire ça. Je peux me tromper. Si je me trompe, c'est pas grave. Et là, vous commencez à parler, parce qu'il faut qu'il supporte aussi que vous êtes dans une position de supériorité où vous sauriez comprendre des choses que lui ne comprend pas, et y compris en plus sur lui. Donc c'est extraordinaire comme univers. Est-ce que c'est exactement ça que vous aviez par la suite appliqué aux ados, puis aux adultes?
Comment est-ce que ça a glissé finalement et ça s'est infiltré comme ça sur votre pratique auprès d'autres publics, j'ai envie de dire? C'est difficile à dire parce que ça s'est produit comme une pratique où j'évoluais, je travaillais complètement tout le temps, je recevais énormément, j'écrivais sans arrêt. Petit à petit, je me suis construit, je suis devenu ça. C'est devenu moi en train de travailler, de chercher, de rapporter. Ouais. Parfois, quand on ne parle pas, c'est parce qu'on ne sait plus quoi dire. Un manteau épais et lourd nous recouvre. Quand on est adulte, on n'est pas invité à dessiner en analyse. Il ne reste alors que la parole et le silence. Quelles sont les qualités d'un silence en cabinet? Que fait-il naître pour le patient? C'est très difficile à dire de manière générale parce que ça dépend des situations. Et la situation rencontrée en hôpital psychiatrique, c'est très très différent de quelqu'un qui va venir vous voir. Les circonstances elles-mêmes constituent déjà une forme de langage et en même temps un mystère concernant la réalité. Et ce qui m'a formé, c'est les gens qui étaient hospitalisés depuis des années, qui ne pouvaient pas sortir de l'hôpital. Et c'était un mystère pourquoi ils étaient là. Donc moi, je lisais les cas qui étaient rapportés sur les dossiers, qui étaient des pages entières concernant une description des symptômes, de la psychose, de l'évolution des médicaments et tout ça. Et je pense que dans mon espèce d'audace un peu folle, je lisais tout ça, mais je dis, mais en fait, tout ça c'est des dossiers, mais ça leur appartient à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils savent de ça qu'on est de l'autre côté? Ce qui l'a formé, c'est donc cette littérature, celle des dossiers des patients qu'il tentait de rendre digestes. Des histoires de vie silencieuses, consignées sous diagnostic, ponctuées d'observations et de mesures. Il n'existe pratiquement plus d'hôpitaux fermés. Les traitements en ambulatoire ou à domicile sont favorisés. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de psychiatres en libéral et la psychanalyse y est très développée. Je l'ai interrogé sur l'évolution des pathologies qu'il observe sur les 30 dernières années, aussi bien chez les jeunes gens que chez les adultes actifs dans le milieu de l'entreprise. Alors, si vous dites que la dépression a évolué, je vous dirais oui. Très tôt, quand j'ai créé mon expérience de société, qui m'a valu aussi beaucoup de réprobation du milieu, je supportais plus les commissions intelligentes et savantes où on se réunissait pour dire des choses très intelligentes sur la dépression et les suicides chez les adolescents, qui augmentaient statistiquement. Moi, rapidement, tout ça, ça m'énervait de trop. Parce que s'il y avait ça, ça veut dire que qu'est-ce que nous, en tant qu'adultes, en tant que travailleurs dans ce domaine, on pouvait faire pour apporter quelque chose. Bon, là, c'était que des choses très entre savants, entre soi, puis après on était content, puis on retournait à sa clinique. Bon, la clinique, très gentille, mais la clinique, à ce moment-là, c'est celle de la régularité du vécu, de la réalité qui serait toujours la même. Or, ce n'était pas le cas. Si on parle de maintenant, ce que j'essaie de produire dans des leçons sur le fonctionnement mental, que je suis en train d'écrire actuellement, c'est que notamment, ce qui est complètement gommé des préoccupations des psychiatres, du syndicat des psychiatres, des psychanalystes, c'est la terreur mentale implicite qui remplit les jeunes concernant la perception de la catastrophe climatique qui est en cours. Et que ça, ils ne veulent pas se pencher en dehors de discours de syndicats, de politique générale, de gestion de la santé, etc., sur cette nouvelle époque où il y a un sentiment de peur, de terreur,
et de perte de confiance totale dans les institutions, dans les aînés, dans leur sincérité. Le DSM, publié par l'Association américaine de psychiatrie, qui décrit et classe les troubles mentaux. C'est l'un des outils de référence les plus importants dans ce domaine. Il est utilisé par les professionnels de la santé mentale pour diagnostiquer et traiter les troubles. Révisé régulièrement, le DSM est utilisé dans le monde entier et a un impact important sur les parcours de soins. Il est assez facile de comprendre son influence sur les politiques publiques, les compagnies d'assurance et la recherche scientifique dans le domaine de la santé mentale. De DSM en DSM, la classification des maladies mentales a peu évolué. Elle s'est surtout complexifiée. Chaque trouble se retrouve analysé en sous-catégories de plus en plus petites. L'idée qui était recherchée était de fournir aux patients un diagnostic de plus en plus fiable et le traitement médicamenteux qui va avec. Sauf qu'on comprend assez bien que ce bouquin s'éloigne de la visée globale de l'état émotionnel du patient, en ne se focalisant que sur des symptômes. Je me suis demandé quel usage il faisait du DSM. Écoutez, vous soulevez là une question qui devra intéresser, je dirais, tous les adultes, s'ils pouvaient y consacrer un peu de temps, pas simplement à des informations sur ce que fait le gouvernement ou ce qu'il pense de la santé publique ou je ne sais quoi. Il y a quelque temps, celui qui était le créateur triomphant de cette industrie totale a déclaré lui-même qu'ils étaient allés trop loin. Parce que ce manuel de psychiatrie s'est imposé au monde européen et donc aux psychiatres français. Petit à petit, universités, jeunes psychiatres se sont laissés pénétrer par cette officialité d'un discours de type technoscientifique. Et ceux qui étaient dans la psychanalyse, pendant un moment, ont essayé de s'élever, de créer même un collectif européen pour combattre cette industrie politique, sociale et de pénétration en puissance. Alors le DSM-4, on peut s'en servir, mais on peut le ridiculiser, cette chose-là. Ça m'est arrivé de faire travailler des collègues psychiatres, psychanalystes, sur des lectures de ce texte et de les commenter comme s'il s'agissait d'une fiction, d'un rêve, d'une utopie. Et donc je m'étais entraîné comme ça à créer du langage et une forme de raisonnement sur des textes qui paraissaient complètement bétonnés et qu'il fallait accepter comme des tampons. Et c'est vrai que ce DSM-4 a joué un rôle très très important dans l'illusion d'une psychiatrie technoscientifique et objective qui aurait une place très importante au sein de la médecine officielle. Voilà. Lucien Coq crée des ponts entre la médecine libérale et d'autres corps de métier. Il collabore avec des confrères et des consoeurs. Il propose de travailler à plusieurs autour d'un ou d'une patiente dans une approche participative. Je me dis que j'aimerais bien que vous me reparliez du moment où finalement les choses se sont passées en collaboration avec le docteur Mittelman. Le docteur Mittelman, elle avait un psychanalyste que je connaissais, avec qui j'avais travaillé un moment aussi. Et puis, elle est venue me voir, on a fait connaissance. J'ai vu que petit à petit, elle retirait de la supervision avec moi beaucoup plus qu'ailleurs. Voilà. Et la collaboration s'est instaurée comme ça, au point qu'à un moment donné, sur certains cas, elle me demandait de l'aide plus particulièrement, allant jusqu'à franchir l'audace de la convention de supervision, de me demander de voir la personne. C'est comme ça que s'est développée une collaboration beaucoup plus étendue sur les cas des personnes, en débordant le cadre d'assignation du traitement. Bon.
Et ça, vous dites qu'en fait, il n'y a pas le droit. Normalement, il n'y a pas le droit de le faire. En tout cas, ce n'est pas une pratique existante. Dans les usages, ça ne se fait pas. Au moment où vous vous êtes intéressé, dans les années 90, à l'hypnose ericksonienne, vous lui avez quelque part proposé, elle aussi, de se former également, comme vous, à l'hypnose. À un moment donné, je me suis intéressé à l'hypnose, je lisais, et puis je me disais, mais parce que pour moi, ça rentrait dans une sorte de ma propre théorie d'élargissement des notions aux perceptions et au corps. Je me suis dit, c'est trop intéressant, il faut que j'en parle au docteur Midelman, mais aussi au docteur Bess, qui était le président du syndicat des psychiatres privés. Voilà. Je les ai amenés à l'hypnose avec moi. Et du coup, j'avais envie de vous demander à quel moment vous vous en serviez. Des fois, les patients, ils veulent être objectivés. Ils veulent de l'objectivité. Et ils veulent obtenir ça de vous en le craignant. L'hypnose ericksonienne est une forme d'hypnose développée par le psychiatre américain Milton Erickson. C'est une méthode qui utilise des suggestions indirectes et des métaphores pour communiquer avec l'inconscient. Comme Lucien Koch, Liliane Mittelman s'en sert régulièrement dans sa pratique. C'est devenu l'un de ses outils d'aide à la pensée et de soins. Elle ne s'en sert pas systématiquement. Avant d'en arriver là, il y a des prérequis. Allô ? C'est ce qu'on découvre dans l'épisode qui suit. Allô, bonjour, docteur Mittelman ? Oui, c'est bien moi. Pour en savoir plus, j'ai rencontré la psychiatre Liliane Mittelman. Je me suis rendue dans son cabinet.